Intervenant fait l'effort de situer un peu le contexte pour comprendre un peu la démarche du gouvernement et la logique qui la sous-tend. Nous sommes arrivés aux affaires le 7 juin 2021, à 9 mois de la fin officielle de la transition, prévue pour 18 mois. La transition repose pour sa réussite sur 3 piliers. Le pilier sécuritaire, le pilier de la justice, la lutte contre l'impunité, le pilier social. Le quatrième, je disais 3, le quatrième c'est le pilier des réformes politiques et institutionnelles. Notre pays s'est retrouvé dans cette situation. Au fond, lorsque vous regardez, c'est la question de la gouvernance qui est en réalité au-delà du terrorisme international, c'est la question de gouvernance. Cette malgouvernance, en réalité, a désarticulé l'État malien sur tous les plans. D'abord son armée, parce qu'en vérité, la malgouvernance avait atteint le cœur du système de défense. Et à la date d'aujourd'hui, c'est l'une de nos préoccupations majeures. La malgouvernance a fait de l'impunité de la corruption la règle au Mali, ce qui a conduit à cette sorte de rupture entre les populations et les institutions. Vous avez d'un côté le Mali légal, qui est l'interlocuteur des partenaires, et le Mali réel. L'État s'est effondré, la gangrène s'est étendue sur toute la région, le terrorisme a pris de multiples formes, et aujourd'hui c'est toute la sous-région qui est sous la menace. Et donc nous pensons qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas changé la façon de gérer dans le fond du pays, on aura beau faire tous les soutiens à la République du Mali, le résultat ne sera pas au rendez-vous. C'est depuis 2002, ça fait bientôt 20 ans, que l'ensemble des forces politiques et sociales du Mali a exigé des différentes autorités la mise en place d'un organe indépendant d'organisation des élections, dans le souci de minimiser les risques de contestation. Il y a une contestation pour les ambassadeurs qui sont informés. Vous verrez dans les archives de vos ambassades qui a duré 5 ans. Pour ceux qui étaient là en 2018, vous connaissez la suite. On est tombé dans une crise politique qui a déstabilisé tout le pays. Dans toutes les grandes villes du Mali, et partout où il y a les Maliens de l'extérieur, c'était des manifestations montes pendant 1 an. C'est en ce moment que la CEDEAO a intervenu. Elle a envoyé une mission de très haut niveau, dirigée par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Qu'est-ce que cette mission a mis dans son rapport? Elle a écrit in extenso, je cite de mémoire, pour éviter des crises répétitives, aucune élection ne doit plus être organisée sans faire les réformes nécessaires. Je vous lis in extenso. Prenant acte de la prolongation de la législature et au regard des dysfonctionnements largement reconnus et évoqués par tous les interlocuteurs lors du scrutin présidentiel passé, il est impératif que le gouvernement et tous les acteurs sociopolitiques conviennent de manière consensuelle d'entreprendre les réformes courageuses des cadres légaux, y compris la Constitution de février 1992, et du système électoral avant de s'engager dans les prochaines échéances électorales que compte mener le pays. Le gouvernement n'a fait aucune réforme. Il est allé aux élections en 2020, sans les réformes. Le résultat, c'est le soulèvement au lendemain des élections. Parce qu'une bonne partie de la population qui avait des frustrations, qui attendait la fin du mandat du président pour le sanctionner, a considéré que sa victoire a été volée. Elle a manifesté pendant 1 an. La CEDEAO a intervenu.
a demandé au gouvernement de ne plus faire d'élections avant de faire les réformes exigées par les Maliens. Le gouvernement s'est refusé aux réformes. À la date d'aujourd'hui, ces réformes ne sont pas faites. Et c'est pour cela que toute la société malienne, la société civile, les partis politiques, tout le monde a exigé à l'unanimité la mise en place d'un organe unique indépendant. Jusqu'en mars 2021, à la dernière mission de la CEDEAO. Comme par hasard, à partir du 7 juin, un nouveau gouvernement s'installe. Une partie de la classe politique dit on n'a plus besoin d'organes uniques. Allons-y aux élections avec l'ancien système. J'ai dit, quand on ne tire pas les leçons de son histoire, on ne corrige pas les erreurs. Ça fait 20 ans de crise politique répétitive parce que les citoyens n'ont pas confiance dans le système électoral. Je ne dis pas que l'organe unique va faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation. L'objectif, c'est de minimiser les risques de contestation. C'est pour cela que le gouvernement a pris la décision de mettre en place cet organe. Nous sommes convaincus que seul le gouvernement de transition peut le mettre. Parce que les principaux acteurs du gouvernement de transition, le président, le premier ministre, les membres du gouvernement n'ont pas d'intérêt personnel dans ces élections. Ceux qui sont contre l'organe nous disent il ne faut pas le mettre en place, ça va prendre du temps, ça va aller au-delà de la date prévue. J'ai répondu deux choses. La première, c'est que c'est le même argument qui a été utilisé en 1997. Pendant 2 mois, le gouvernement et les partis d'opposition ont discuté. Les partis politiques disent créons les minimums de conditions de transparence pour aller aux élections. Le gouvernement qui a fait 5 ans sans faire de liste électorale dit je suis tenu par les délais constitutionnels. Il a tranché en faveur des délais, la crise s'en est suivie. En 2020, de janvier à février, l'opposition disait au gouvernement vous avez prolongé le mandat des députés 2 fois. Prolongez-les une dernière fois pour qu'on s'entende sur les minimums des conditions de transparence. Le gouvernement dit non, je suis tenu par les délais. Il est allé aux élections. Le résultat, c'est un soulèvement qui a conduit à la chute du régime. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, si vous sortez les anciens dirigeants, vous les mettez au pouvoir, vous les dites de choisir, ils vont choisir de reporter les élections pour faire des meilleures élections. Mais ils avaient choisi les délais. Le pied est tombé dans l'impasse. Le deuxième sujet, c'est les réformes politiques et institutionnelles. Je viens de vous indiquer ce que la CEDEAO avait recommandé en 2018, qui n'a pas été suivi. Les besoins de réformes politiques et institutionnelles datent de 20 ans. Mais ce serpent de mer, là, il faut bien à un moment donné le prendre. Nous sommes convaincus que la transition est le meilleur moment pour faire les réformes difficiles. Parce que les partis politiques individuellement pris, l'expérience a montré qu'une fois qu'ils viennent au pouvoir, ils ne peuvent pas faire ces réformes, soit par calcul, soit lorsqu'ils veulent les faire, les populations les soupçonnent de manipuler les textes pour se maintenir au pouvoir. Ces soupçons ne pèsent pas sur la transition. En plus, est venu s'ajouter l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, qui nécessite des réformes constitutionnelles. La réforme de la Constitution est inéluctable. La loi électorale est inéluctable. La charte des partis. Nous avons 216 partis pour une population de 20 millions. Il ne peut pas y avoir 200 projets de société. Quand vous demandez à la population, elle n'a pas confiance dans les acteurs politiques. J'ai dit à la classe politique, saisissons cette transition pour remettre la classe politique au centre du jeu, en jouant de façon transparente, que celui qui sera élu ne soit pas contesté. Une partie de la classe politique, essentiellement composée de l'ancienne majorité, dit non, les délais sont fixés par la CEDEAO, il faut rester dans ces délais, quoi qu'il advienne. Le troisième problème, c'est la lutte contre l'impunité et la corruption. Je vous ai expliqué. L'effondrement de l'État, la déliquescence de l'État malien, c'est la malgouvernance. Je vous ai parlé de les ravages que ça fait dans l'armée. Dans le reste de la société, c'est pire.
Il y a un fort besoin de justice chez les Maliens. Pendant des années, les services de contrôle de l'État ont fait des investigations, des détournements à grande échelle, y compris dans l'armée. Tous les dossiers sont mis dans les tiroirs. Aujourd'hui, on veut clarifier. On dit non, c'est la chasse aux sorcières. Vous avez suivi ce qui s'est passé la semaine passée. En réalité, c'est une tentative d'intimider le gouvernement pour qu'il recule. Parce que si le gouvernement reculait sur le dossier, c'est fini, il fallait enterrer la lutte contre la corruption. Nous avons plié, mais on n'a pas cédé. Parce que derrière cette manifestation de la police, il y avait autre chose. La preuve, c'est que le lieu où ils sont venus dire qu'ils vont libérer le policier qui était arrêté, il n'était plus là-bas. Et ils le savaient. La lutte contre l'impunité, elle va être menée de façon implacable. C'est une soif que les Maliens ont. Elle ne peut pas être reportée. Ce que nous faisons, tous les anciens dossiers qui étaient mis dans les tiroirs, nous les sortons, on les remet à la justice. Il y a des audits dans tous les secteurs qui sont engagés. Mais ces audits-là, nous ne pourrons pas les terminer. Il y en a qui vont prendre 5 mois, 6 mois, 7 mois, peut-être même plus. La transition aura passé. Ces dossiers seront remis aux nouvelles autorités. Mais nous allons créer un chemin vertueux pour rendre irréversible le processus de lutte contre la corruption. Les hommes politiques qui sont en train aujourd'hui de dire qu'il faut abandonner la lutte contre la corruption. Mais c'est à cette même classe politique que la population en veut, celle qui va reprendre le pouvoir. Et donc nous avons une obligation historique de rendre irréversible le processus de lutte contre la corruption. En quoi faisant? Tous les dossiers qui étaient mis dans les tiroirs, nous les sortons, on les remet à la justice. Les enquêtes qui seront menées pendant la transition seront remises au prochain gouvernement. Parce qu'il n'y a pas une autre solution. Si on ne met pas un organe unique indépendant pour organiser les élections, si on ne refait pas les réformes politiques et institutionnelles, si on n'engage pas la lutte contre la corruption, le changement de régime n'aura servi strictement à rien. Les manifestations populaires de 2020 n'auront servi strictement à rien. Et c'est pour cela que la transition s'est fixée comme objectif de faire les réformes nécessaires, de lutter contre l'impunité et la corruption, de mettre en place un organe unique indépendant. Mais pour réussir tout cela, il faut créer un minimum de sérénité. Et aujourd'hui, comme je dis, à part le syndicat des enseignants avec lequel il y a quelques incompréhensions qui vont être levées, je crois, dans les jours à venir, pour l'essentiel, nous avons apaisé le front social. Pendant 9 mois, ça n'a pas pu être fait. Donc les 9 premiers mois de transition étaient partis comme ça, par perte de profit. Pendant 9 mois, on n'a pas tranché la question de l'organe unique. Ceux qui disaient que ce n'est pas possible ne l'ont jamais démontré. Ceux qui disaient que c'est nécessaire n'ont jamais pu le démontrer. C'est très simple. J'ai demandé à ceux qui disent que c'est possible de faire un rapport. Je l'ai remis à ceux qui disent que ce n'est pas possible. J'ai présidé une réunion conjointe les deux parties. En 3 heures, on s'est entendu sur le fait que c'est possible. Mais que ça peut demander des réaménagements. En 3 heures de temps. Donc en une semaine, on a donné la réponse à une question qui n'avait pas de réponse pendant 9 mois. Nous avons pris l'engagement que l'ancien gouvernement, peut-être à cause des troubles sociaux, a fait 6 mois pour se présenter devant le Conseil national de transition. Nous nous sommes engagés à le faire en 6 semaines. Le premier Conseil des ministres, c'est le 16 juin. Le 30 juillet, c'est les 6 semaines, on s'est présenté devant le CNT, qui a voté le texte le 2 août. Donc, pacifier le front social, avoir de la visibilité par rapport à notre action devant le CNT, organe unique pour l'indécision, c'est tranché. Il reste la question des réformes. Et c'est pour cela que nous avons expliqué à nos frères de la CEDEAO que les autorités de la transition vont respecter leur engagement. Par contre, dans la réalité, ce que nous voulons maintenant, c'est que tout ce Mali qui est frustré, qui est victime de la mauvaise gouvernance, toutes ces forces-là, il faut les mettre ensemble et qu'elles définissent ensemble
de quel type d'État ils veulent, de quoi ils ne veulent plus dans leur pays. C'est pour ça que nous avons dit qu'à la fin des assises nationales de la refondation, qui vont se tenir, nous avons dit fin septembre, début octobre, les termes de référence des assises sont déjà élaborés. J'ai fait 2 rencontres avec la classe politique. Et toutes les forces vives de la nation, je les ai rencontrées une à une. J'ai eu au moins une quarantaine de rencontres. Il reste à peu près une dizaine. Ça, c'est pour faire le balisage politique, pour expliquer la philosophie de la transition aux différentes couches, pour qu'elles adhèrent. Et donc, c'est important que cette logique, vous la compreniez. En ce moment, vous pouvez être plus réceptif à ce que certains appellent une prolongation de la transition. Il n'y a pas de prolongation en réalité. Il y a une volonté de travailler avec méthode en tirant les leçons de ce qui est arrivé à notre pays pendant 30 ans pour ne pas retomber là-dedans immédiatement après les élections. C'est cette responsabilité que nous devons assumer. Il n'y a aucune malice parce que de toutes les façons, on ne peut pas tromper tout le monde. Comme le dit un célèbre homme d'État américain, on peut tromper tout le peuple une partie du temps. Et une partie du peuple tout le temps. On ne peut pas tromper tous les Maliens et toute la communauté internationale tout le temps. Nous le savons bien. Mais nous ne voulons pas sous la pression de la classe politique. Parce qu'en fait, le manque de consensus dont on parle, ça vient d'une partie de la classe politique. L'ancienne classe dirigeante qui a perdu le pouvoir en 2020. Vous regardez toutes les contestations de ce que le gouvernement de transition fait, viennent des partis de l'ex-majorité. J'ai rencontré les partis ici. J'ai dit au Mali, il y a eu 4 fois de changement de régime. Chaque fois que les régimes ont changé, et dans beaucoup de pays africains d'ailleurs, les tenants de l'ancien régime, pendant le coup d'État ou le soulèvement, certains ont perdu la vie. Ceux qui n'ont pas perdu la vie ont été mis en prison pendant des années. Ceux qui n'ont pas été mis en prison ont été interdits d'activité politique pendant des années. Au Mali, le président de la transition et le gouvernement ont dit on ne fera pas ça. On veut construire un système démocratique. Il faut commencer par la base à respecter les droits des citoyens. Le changement, il n'y a pas eu de diffusion de sang, par 2 fois. Les anciens dirigeants n'ont pas été, je m'excuse, ramassés et mis en prison. La semaine qui a suivi les soulèvements, les partis de l'ex-majorité ont commencé à faire les réunions publiques. Lorsque les forces antiterroristes tiraient sur la population, il y a des partis qui ont fait des meetings de soutien au gouvernement. Dans d'autres pays, les dirigeants là auraient été interdits d'activité politique. Nous avons dit non, on ne fera pas ça. Mais ce qu'on ne peut pas concéder, c'est les réformes dont le peuple malien a soif. C'est la justice. Nous ne pouvons pas faire de concessions sur ces 2 notions, parce qu'on aura failli à notre mission. Nous allons donc nous retrouver en octobre. Peut-être sur 2 ou 3 jours, c'est la commission d'organisation qui le dira, pour définir la nouvelle maquette du Mali nouveau que nous souhaitons. De cette maquette, on tirera les différentes réformes qui sont nécessaires. Parallèlement, l'organe unique, l'organisation des élections continue son bonhomme de chemin. À la fin des assises, les modifications qui seront exigées par les assises seront intégrées dans le texte. Les techniciens travaillent déjà sur le texte. Il ne va pas attendre la fin des assises. Quand les assises vont demander des modifications spécifiques, ils seront intégrés au texte. Et donc j'ai demandé au ministre qu'il faut qu'au plus tard, en fin septembre, nous puissions donner la date aux Maliens et à la communauté internationale, aux amis du Mali, la date de la tenue des assises. Une fois qu'on sort des assises, on doit être capable, cette fois-ci, d'élaborer un chronogramme clair, précis, avec des dates, et le présenter à nos amis. Parce que ce qui avait été élaboré la première fois était fait sous la pression
sans avoir imaginé qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Par exemple, lorsque le Premier ministre, mon prédécesseur, a donné le chronogramme en avril, il prévoyait de tenir le référendum au mois d'octobre, tout le monde savait que ce n'était pas faisable. Mais les uns et les autres ont dit, c'est pour apaiser la communauté internationale. Ce que nous disons, c'est la même chose que nous avons dit aux syndicats. Nous ne cherchons pas à apaiser. Nous ne voulons pas donner des dates qu'on ne va pas respecter, ou en tout cas qui sont difficiles à respecter. Si elles ne sont pas respectées, c'est à partir des conditions objectives que nous allons exposer. On ne restera pas dans les généralités. Les syndicats, je leur ai dit la même chose. Toutes les grèves, on les a négociées. C'est lorsque nous avons tenu le discours de la vérité. Parce que je me suis rendu compte, arrivé à la tête du gouvernement, que tous les textes que le gouvernement avait signés, les décrets, les lois pour accorder des avantages aux magistrats, aux enseignants, aux huissiers, aux gardiens de prison, quand vous les mettez ensemble, ça fait 1400 milliards. Ça fait la moitié du budget de l'État malien. J'ai dit aux syndicats que dans aucun État du monde, on ne peut consacrer la moitié du budget à payer les salaires. On ne peut pas le faire. Donc, on a dit ce qui est faisable. Et ce qui n'est pas faisable, on ne peut pas le faire. C'est ce discours qui n'a jamais été tenu. Les syndicats l'ont apprécié. Et on a négocié qu'est-ce qui est possible. C'est la même chose que nous faisons par rapport à l'agenda de la transition, au calendrier de la transition, au chronogramme de la transition. Au sortir des assises, les Maliens même n'accepteront pas que le gouvernement ne leur dise pas quand est-ce que la transition va finir. Les Maliens même ne vont pas l'accepter. Parce que la majorité des Maliens, contrairement à ce que les uns et les autres, ne veulent pas d'une transition qui perdure. Mais la majorité des Maliens ne veulent pas d'une transition bâclée qui va nous conduire à l'impasse encore. C'est toute la nuance. Quand je regarde les questions qui ont été posées, l'essentiel de vos questions, des questionnements, des préoccupations, c'est sur l'agenda de la transition. Le calendrier des élections, le chronogramme des élections. Je voulais juste vous expliquer pourquoi ça avait été difficile et pourquoi nous avons la responsabilité de conduire les affaires de l'État aujourd'hui en nous interrogeant de façon précise. Pourquoi les Maliens se sont soulevés en 2020? Qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser les risques d'un autre soulèvement? Pourquoi en une décennie il y a eu 2 coups d'État? Qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser les risques de coups d'État? Pourquoi en 30 ans, aucun Malien, les 90%, ne font plus confiance en leur État? Pourquoi la corruption s'est généralisée au point que la colonne vertébrale de la nation qui est l'armée est atteinte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ça? C'est la réponse à ces questions-là qui nous guide. Pas une prolongation pour prolonger. Voilà ce que je voudrais vous expliquer. Pour le reste, nous sommes persuadés que les partenaires que vous êtes, qui avez accompagné le Mali à chaque fois, non seulement quand tout va bien, mais lorsque ça ne va pas aussi, nous sommes convaincus que vous serez à nos côtés. J'ai donné une image à la CEDEAO en disant que la CEDEAO et le Mali, c'est comme un vieillard. Un vieux, le Mali a 60 et quelques années d'indépendance, qui a un fils qui est né en 1975, plus jeune. Ce vieux rencontre des difficultés, il tombe, il est dans une crise existentielle. Voilà son fils qui se présente à ses côtés, qui le prend par la main pour le sortir des difficultés. C'est exactement ce que la CEDEAO fait depuis une décennie. C'est pour cela que nous ne cesserons jamais de remercier les chefs d'État de la CEDEAO. Nous ne prenons pas du tout à mal leur position, qu'une partie de la population peut considérer comme rigide ou anti-malienne, une partie de la population qui ne comprend pas. Les exigences de la CEDEAO sont
des exigences de principe. Si ces exigences n'existent pas, certainement il y a des garde-fous qui n'existeraient pas. Pour le reste, nous avons donné l'assurance à nos partenaires de la CEDEAO sur la position desquels s'aligne maintenant la communauté internationale est organisée de manière que, une fois que la CEDEAO prend une position, l'Union africaine et tous les partenaires des Africains s'y alignent. Et donc nous avons dit à nos frères de la CEDEAO que nous leur donnons rendez-vous au lendemain des assises nationales de la refondation. Mais en attendant, la lutte contre la corruption va continuer son chemin. En attendant, nous allons continuer à négocier pour l'apaisement du front social. En attendant, nous allons continuer à préparer les réformes pour que le Mali soit sur une pente vertueuse, pour minimiser les risques de retomber dans la crise. Alors, je voudrais vous remercier de l'attention toute particulière que vous avez prêtée aussi bien à nos propos liminaires qu'à ce que je viens de dire. Nous avons été très touchés par les propos des uns et des autres. Et je vous dis que le gouvernement de transition, les hautes autorités, notre peuple compte sur la coopération internationale, compte sur ses amis. Nous sommes dans les difficultés aujourd'hui. Et nous souhaitons, nous voulons, nous savons aussi que les vrais amis du Mali seront à ses côtés.